on manifeste la vie qu'on a. Il n'y a personne qui l'invente pour toi, il n'y a personne qui la crée pour toi. Donc, tu la manifestes. Ouais. Mais parfois, si tu te poses pas de questions puis tu n'as pas de direction claire, ben, tu vas manifester n'importe quoi. C'est ça. Ce qui est vraiment faux, c'est que c'est de la magie. Ouais. Ce n'est pas de la magie. C'est vraiment d'utiliser ton cerveau de la meilleure façon possible, de mettre ton cerveau de ton côté. Ton cerveau, tes pensées, tes actions, ta concentration, ton énergie dans une direction bien précise. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Martine Rochon, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. Merci à toi, je suis vraiment contente d'être là. Je profite de l'occasion pour te féliciter parce que tu es dans ta 2e saison, c'est ça? 4e. 4e? Oui! Wow! Mais la 3e était très courte, donc c'est pour ça, admettons qu'on la compte pas vraiment, là, c'était 4 épisodes, mais techniquement, je suis rendue à la 4e saison. Bravo! Merci. Bravo d'avoir vraiment démarré ce projet-là, puis de le poursuivre avec autant de talent. Merci. Alors, je suis très contente d'être là. Ben justement, on a un peu la même mission, je trouve, avec notre mission d'empower les femmes et tout ça. Donc, toi, en tant que telle, t'es coach. Puis est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers ce travail-là? OK, donc j'aime toujours raconter mon parcours en disant que j'ai toujours été coach. Je suis coach depuis toujours. J'ai travaillé avec une rédactrice un jour qui m'a fait remarquer que j'avais été coach depuis toujours. Donc, dès l'âge de 16 ans, moi, j'ai joué du piano très jeune. J'ai commencé à jouer du piano à 5-6 ans. Puis à 16 ans, c'était mon premier boulot. J'enseignais à des petits-enfants de 5-6 ans les premières notions de musique. Donc, j'étais déjà dans l'accompagnement de l'autre dès cet âge-là. Ensuite, j'ai été, moi, une joueuse de tennis de façon compétitive jusqu'à toutes mes années juniors, donc jusqu'à 16 ans. Et donc, une fois que j'avais terminé la période de junior, j'ai commencé à être formée pour enseigner le tennis, mais après, j'ai poursuivi la formation pour être coach. Donc, j'ai été coach de jeunes athlètes de tennis pendant 7-8 ans, toutes mes années collégiales et universitaires. J'étais coach de jeunes athlètes. Donc, encore une fois, dans l'accompagnement de l'autre vers son développement. Donc, j'étais coach encore à ce moment-là. Là, je vais faire un saut dans le temps parce qu'on pourrait être ici toute la journée. Je me suis retrouvée dans des rôles dans le milieu des affaires, dans des rôles de haute direction. D'abord, j'ai travaillé dans le milieu culturel. J'ai travaillé avec Robert Lepage pendant 7 ans. Ensuite de ça, je me suis retrouvée dans le milieu du développement urbain durable, dans un rôle de vice-présidence au développement des affaires et au positionnement marketing de l'entreprise. Puis, après, je me suis retrouvée dans le milieu de l'innovation, donc au quartier de l'innovation de Montréal, encore dans le même type de rôle. Donc, j'ai réalisé que comme gestionnaire, j'avais des équipes et que j'étais une gestionnaire coach. Donc, je n'étais pas une gestionnaire directive. Donc, j'étais vraiment une gestionnaire coach. Pendant toutes ces dernières années-là, dans le milieu des affaires, pour moi, le développement des affaires passe par le développement de l'humain. C'est très important pour moi. J'ai toujours été hyper intéressée par le développement de l'humain et l'impact du développement de l'humain sur le développement des affaires. Donc, pendant toutes ces dernières années-là, j'ai fait toutes sortes de certifications, justement plus spécialisées par rapport au développement de l'humain. Donc, tout ce qui m'intéressait à ce moment-là, j'ai fait une certification en leadership conscient, leadership créatif. J'ai fait une certification à distance avec l'Université Yale qui s'appelle The Science of Well-being, donc toute la science derrière le concept du bonheur, du bien-être. J'ai fait une certification aussi avec la MIT en neurosciences qui s'appelle Neuroscience for Business. Donc, tout le data, encore une fois, la science autour de la transformation, comment on peut utiliser son cerveau comme allié, en faire son allié pour atteindre les objectifs qu'on visualise pour soi. Et j'ai fait aussi des certifications en coaching holistique, coaching de transformation, coaching de santé globale. Donc, j'ai fait toutes ces certifications-là les dernières années où j'étais dans le milieu des affaires. Et puis, à la fin, où j'étais dans le quartier de l'innovation, j'ai été invitée par des accélérateurs, des incubateurs. Donc, des accélérateurs d'entreprises, c'est des organisations dont la mission est d'accompagner les entrepreneurs dans le démarrage, développement
et croissance de leurs entreprises. Donc, j'ai été invitée à venir coacher leur programme, les entrepreneurs. Donc, c'est là où moi, j'ai eu vraiment une illumination parce que je suis retombée dans mon rôle de coach en one-on-one avec la personne. Et ça a été clair pour moi à ce moment-là que c'est ce que je voulais faire. Donc, ça fait 5 ans que je coach toujours des entrepreneurs et j'ai ma pratique privée à côté de ça. Donc, ma pratique privée où je me consacre principalement au coaching des femmes. Je coach des hommes aussi, mais principalement des femmes. Donc, dans le développement de leur carrière, le positionnement de leur carrière, un changement de carrière, une transformation au niveau de la carrière. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce rôle de coach. Super intéressant. Puis, tu as un terme qui m'est venu et que je pense qu'il pourrait être intéressant à debunk. Ben, debunk, c'est pas le bon terme. Mais c'est quoi la différence entre un gestionnaire qui est directif et un gestionnaire coach? Je pense que c'était ça le terme que tu avais utilisé. Oui, c'est ça. Ben, un gestionnaire coach, une gestionnaire coach va aider l'autre à trouver les réponses. Elle-même ou lui-même. Donc, va poser les bonnes questions ou amener l'autre à découvrir la réponse par lui-même ou par elle-même. Alors que, et aussi lui permettre d'être créatif, de se tromper, de recommencer et tout ça. Alors que une ou un gestionnaire directif, c'est quelqu'un qui a un plan de match en tête, puis il faut que ça se passe comme ça, puis il faut suivre cette... Donc, c'est la différence entre les deux. Puis, parce que c'est vraiment le rôle du coach que d'amener l'autre à se développer lui-même ou elle-même. Je pense qu'il y a une richesse aussi à laisser les gens se développer puis apprendre à penser pour eux-mêmes aussi. Parce que je pense que des fois, on va probablement en parler tantôt aussi, mais la plupart du temps, si on dit à quelqu'un notre vision de sa perspective, ça peut aussi venir teinter la sienne, puis ensuite, il y a comme une disconnexion entre qu'est-ce que je pense vraiment versus qu'est-ce que les autres pensent de moi, puis ça, en tant que tel, ça peut venir nuire des fois sur le marché du travail. Mais avant de revenir à ça, je sais que toi, t'es coach naturellement, comme tu viens de nous le dire, pour transformation de carrière et tout ça, mais qu'est-ce qui te différencie, admettons, des autres coachs qui sont dans le même marché que toi? Je connais pas la méthode de tous les coachs sur le marché à Montréal, mais moi, je peux parler de ma méthode. Puis ma méthode, et c'est ce que je pense attire les clientes qui veulent travailler avec moi, c'est que je travaille beaucoup sur la mission. Donc, pour moi, quand on veut entamer soit un repositionnement ou on veut entamer une transformation ou un changement de carrière, ben il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est très important pour moi de connaître la direction. Donc, je vais vraiment coacher d'abord sur... tu sais, j'ai mis en place vraiment un processus qui a vraiment une colonne vertébrale, qui est dirigée, qui est encadrée, mais c'est vraiment un processus qui se passe sur 12 semaines. Et c'est pour te décrire ça rapidement, qui se décline en 3 grands blocs. Un premier bloc qui est vraiment, justement, on travaille sur la mission. Moi, j'appelle ça la mission, mais on peut appeler ça la raison d'être, la vision, la direction, la vocation, mais pour moi, si tu n'as pas de direction, si tu ne sais pas où tu veux aller, je ne vois pas comment tu fais tes choix ou tu prends tes décisions. Donc, c'est très important de travailler d'abord sur la mission. Donc, la mission qui est en fait qui tu es profondément, tes grands talents, tes valeurs, les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, puis la contribution que tu vas avoir dans le monde qui t'entoure. Donc, en fait, moi, je travaille avec une série d'exercices, d'abord les 4 à 5 premières semaines. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais mon programme de base, là, c'est vraiment, ça se passe sur 12 semaines. Donc, les 4 à 5 premières semaines, on travaille profondément sur la mission. Puis, à la rencontre 5, mes clientes rédigent vraiment, arrivent avec, on fait tout le travail nécessaire, on joue vraiment au détective pour aller chercher toutes les informations qu'on a besoin pour arriver à être capable de rédiger une mission. Puis, une fois que la mission est là, on peut commencer à travailler sur identifier quels sont les freins qui pourraient nous empêcher ou nous ralentir dans l'atteinte ou dans l'incarnation de cette mission. Puis après, et en parallèle, on travaille aussi sur toute la posture d'expansion, la posture mentale qui est incontournable pour manifester,
pour créer, pour bâtir une vie qu'on adore, une carrière qu'on adore, qu'on choisit et qu'on adore. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Fait que dans le fond, si je comprends bien, les 4 à 5 premières semaines, c'est la mission, vision, où est-ce qu'on veut aller, Ouais. les grandes phases. Après ça, autour de la semaine 5, vous faites comme le plan de match, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est comme un peu quand tu vas écrire ta vie de rêve, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tes routines et tout ça? Ben, Ou c'est plus large? Ça dépend de... Non, c'est pas... C'est-à-dire que ça dépend de la mission de la personne. OK. Mais, tu sais, j'ai vraiment tout un processus puis une démarche qui est en place qui fait qu'à chaque rencontre, on sait il y a du nouveau matériel pour amener la personne à se placer dans la bonne posture pour pouvoir créer cette mission-là, pour pouvoir l'incarner, pour pouvoir la réaliser puis l'accomplir. Donc, c'est ça. Donc, on va travailler, on va identifier les freins avec toutes sortes d'exercices, encore une fois. Tu sais, la différence entre la thérapie et le coaching, c'est que en thérapie, les deux sont très, très importants, très complémentaires d'ailleurs, mais c'est qu'en thérapie, on va analyser le frein. Alors qu'en coaching, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé la contribution qu'on veut avoir, puis la contribution, en fait, la mission, c'est la direction par laquelle on veut être guidé à partir de maintenant. À partir de maintenant, je veux être guidée par cette mission-là. Je veux avoir cette contribution-là. Je vais utiliser ces grands talents-là que j'ai. Je veux créer ce type de vie pour moi-même. Donc, cette vie-là où je veux contribuer de cette façon-là. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On identifie les freins. J'aide à trouver... j'enseigne et je donne plein d'outils pour pouvoir mieux les contrôler, mais je suis pas dans l'analyse du frein, mais plus dans, OK, voici comment tu peux contrôler ce frein-là, comment tu peux avancer malgré ce frein-là. Et puis, en parallèle, vraiment de travailler fort sur la posture mentale, d'ouverture, d'expansion, qui est incontournable. Puis par posture mentale, qu'est-ce que tu veux dire en tant que tel? Je veux dire une posture psychologique. C'est une posture, c'est de faire de ton cerveau ton allié. Ton cerveau peut être ton meilleur ami, mais il peut être ton pire ennemi. Ton cerveau croit l'histoire que tu lui racontes. Donc, si tu lui racontes que ça se passera pas, que de toute façon, ça te tente pas tant que ça, puis que tu peux pas te le permettre, puis que financièrement, tu peux pas te le permettre, puis que c'est pas pour toi, c'est pour les autres, que t'as pas ce talent-là, que si tu lui racontes ça, il va te croire. T'as raison, puis il va te donner toutes les raisons de croire que t'as vraiment raison de croire ça. Donc, toutes les pensées qui viennent soutenir cette pensée-là vont prendre toute la place. Alors que si tu choisis consciemment de mettre ton attention sur ce que tu veux, c'est de cette façon-là que tu vas permettre à ton cerveau de t'aider. C'est comme programmer ton cerveau à... D'abord, il va croire. Si tu lui dis, c'est là que je m'en vais, tu sais, ton cerveau attend une direction claire. Ouais. Donc, à partir du moment où tu lui donnes une direction claire, c'est là où je m'en vais, malgré les peurs, malgré mes craintes, j'ai choisi, je m'en vais dans cette direction-là. Ton cerveau, c'est comme si tu le programmes pour qu'il puisse voir toutes les opportunités, toutes les possibilités qui vont se présenter devant toi pour t'aider à atteindre ton objectif. C'est comme tu le programmes à t'aider à atteindre ton objectif. Donc, c'est cette posture-là qu'on travaille de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de techniques. Je comprends. Puis, j'avais entendu un jour, justement, vraiment similaire à ça, puis pas nécessairement par rapport au coaching, mais c'est comme, admettons, quelqu'un qui magasine une auto et il cherche une auto vraiment spécifique. Et avant de vouloir chercher cette automobile-là, dans la rue, il allait même pas remarquer c'est quoi les différences entre ceux qui sont autour de lui. Mais une fois qu'il se met à chercher une auto en particulier, c'est comme si chaque fois qu'il va avoir quelque chose par rapport à cette automobile-là, ben maintenant, tu vas te mettre à la remarquer. Tandis qu'avant, c'était pas le cas. Puis c'est quoi la différence entre tout ça? C'est que maintenant, t'es focusé sur une nouvelle chose. Donc, c'est comme reprogrammer ton cerveau à voir ces opportunités-là. Mais en tant que tel,
les femmes qui viennent te voir, qui sont en quête de nouvelles opportunités, de nouvelles carrières et tout ça, est-ce qu'il y a un profil typique d'habitude de personnes qui vont venir nécessiter tes services? Je dirais qu'en général, mes clientes sont des femmes qui sont déjà accomplies. C'est des femmes qui ont atteint un certain... qui ont atteint, en fait, souvent, c'est des femmes qui ont atteint ce qu'elles voulaient atteindre. Et là, elles se retrouvent dans une situation où elles se disent, je comprends pas, je suis exactement où je voulais être, mais pourtant, je ressens comme un vide à l'intérieur. J'ai envie d'autre chose. Ça ne me comble pas. Je ne suis pas heureuse ou j'ai envie maintenant de penser à moi. Parce que, tu sais, on passe les 20 à 25 premières années à apprendre, à être entraîné, à voir, comprendre le monde, mais par la voix des autres. Donc, à l'extérieur de soi. Donc, c'est par nos parents, par nos professeurs, plus tard par nos mentors, par nos supérieurs, nos employeurs, nos amis. Donc, c'est une voix qui est pas la nôtre, c'est une voix qui vient de l'extérieur. Tout le monde est plein de bonnes intentions, sauf que cette voix-là, la voix de la société, en fait, elle est très, très forte. Donc, elle te dit, voici ce que tu devrais faire. Voici ce que tu devrais faire. Et donc, c'est normal que pendant la première partie de sa vie, on entend tout ça, ce qu'on devrait faire, puis on prend toutes sortes de décisions qui sont guidées par à l'extérieur de soi, donc par l'ego, non pas par l'être authentique. Et donc, on prend toutes sortes de décisions qui sont pas des mauvaises décisions, c'est juste que c'est des décisions que tu fais à partir de ce que tu connais. Puis ce que tu connais, tu l'as appris beaucoup parce que les autres t'ont enseigné. Donc, tu as pris toutes sortes de décisions qui t'ont mené à faire des choses qui sont... Tu sais, certaines choses vont être totalement alignées avec toi, puis certaines choses que tu vas choisir ou des choix ou des décisions que tu vas prendre ne seront pas alignées vraiment avec toi. Mais avec le temps, à un moment donné, en plus de ça, c'est que là, au milieu de la vie, on a des enfants, on a des responsabilités, donc on se pose pas trop de questions. Est-ce que je suis alignée avec mon être authentique? On est vraiment, à part certaines personnes comme toi, je sais que t'es très jeune, mais que t'es déjà très intéressée par ça. Mais souvent, la majorité des gens, on est un petit peu sur le pilote automatique jusqu'au milieu de sa vie, à peu près. Et donc, on arrive au milieu de sa vie, puis on se dit, OK, j'ai compris que ce que j'avais besoin, ce que je devais faire, c'est étudier, avoir une bonne job, un bon salaire, me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un chalet, avoir une voiture, bon, tout ça. La routine. J'ai tout ça. Maintenant, je comprends pas, je me sens vide. Donc, c'est là où souvent, on commence à se demander, mais comment ça se fait que je me sens vide, tu sais? Qu'est-ce qui fait que tu sais, donc, souvent, mes clientes arrivent dans cet état-là. Tu sais, je comprends pas, je me reconnais plus, j'ai perdu le contact avec qui je suis, je sais plus qui je suis. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quels sont mes grands talents? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant? Mes enfants sont grands, tu sais. J'ai envie de penser à moi. J'ai envie de penser à moi puis de prendre mes décisions par rapport à quelque chose qui est aligné avec moi, mais je sais pas ce que je veux. Donc, souvent, mes clientes arrivent dans cet état-là. Donc, pour moi, toute la pertinence de refaire un reset. Et c'est sain. C'est extrêmement sain à certaines étapes, puis le plus tôt, le mieux, de s'arrêter, puis de se dire, de faire un reset sur, OK, qui suis-je? Est-ce que je suis toujours alignée avec qui je suis et qui je veux être? Est-ce que je pourrais prendre des décisions différemment? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Donc, souvent, mes clientes arrivent à un moment où elles se disent, OK, là, je suis prête pour refaire une mise au point. Et c'est l'objectif de la démarche, c'est vraiment faire une vraie mise au point en profondeur à l'intérieur, vraiment se reconnecter avec l'être authentique et voir ce qu'on a créé dans notre vie, ce qui est aligné puis ce qui l'est pas. Ce qui l'est pas, on va mettre de côté, on va remplacer par des choix ou des décisions qui vont être plus alignés avec qui on est. Puis c'est quoi le type de questions, admettons, que tu vas poser pour savoir si on est connecté avec notre être authentique?
Pour savoir si on est connecté avec l'être authentique, ben, je peux te donner un exemple d'un exercice que je fais spécifiquement pour ça. Je le fais beaucoup en retraite. Je dirige aussi des retraites. Ça, cet exercice-là, je le fais beaucoup en retraite et ça fonctionne très bien. Donc, il y a plusieurs questions où je vais demander, tu sais, comme par exemple, quand tu es toute seule et que tu peux faire ce que tu veux, personne ne te regarde, tu peux faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Quand tu te surprends en train de penser à rêver, tu rêves à quoi? Si tu avais aucune contrainte financière et que tu peux faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu ferais? C'est toutes sortes de questions comme ça. D'abord, c'est vraiment un exercice de journaling. Donc, des questions qui te demandent vraiment de creuser sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui t'excite. Comme par exemple, si tu te retrouves dans une fête un soir autour d'une table avec plein de gens, de quoi tu parles le plus? Tu sais, quel est le sujet qu'on se dit, oh non, on ne parle pas là-dessus parce qu'elle est partie pendant 3 heures de temps. C'est quoi ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui t'allume justement chez les autres quand tu rencontres quelqu'un? Cette personne-là va te parler de quoi? Donc, c'est des questions comme ça qui nous permettent de creuser sur qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment. Puis après, je fais une visualisation profonde parce que ma méthode est très holistique. Je travaille aussi avec toutes sortes de méthodes, de techniques de visualisation profonde, de méditation, de respiration, de coaching classique. Mais c'est très, très, très... j'utilise même des techniques de coaching sportif. OK. Oui, parce que l'athlète et l'entrepreneur, par exemple, c'est très similaire. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre les deux. Donc, c'est ça. Donc, j'utilise toutes sortes de techniques. Donc, après avoir fait l'exercice de journaling, après, on va faire, ou d'écriture, on va faire une visualisation profonde où là, je vais vraiment retourner dans l'enfance. Dans l'enfance, quand tu étais... J'amène la personne à se visualiser enfant, ramener l'enfant en soi, à l'avant-plan, et vraiment voir qu'est-ce que tu faisais pendant des heures quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu pouvais vraiment t'amuser tout seul puis faire ça pendant des heures. Quelle émission de télévision ou, tu sais, dans le temps, c'était des émissions de télévision. Aujourd'hui, c'est ce que tu vois sur le web ou en tout cas, mais quels sont les personnages qui te fascinaient le plus? Pourquoi ces personnages-là te fascinaient le plus? Pourquoi c'était ton personnage préféré? Quel livre aimais-tu? Quelle histoire? Quel livre? Quel était ton livre préféré? Pourquoi? Quel était le héros de ce livre-là? Pourquoi tu l'aimais tant? Pourquoi tu étais autant fasciné par ce personnage? Donc, tu sais, faire ressortir l'être authentique, tout ça, toutes ces réponses-là, nous donnent des indices sur l'être authentique. Et donc, après ça, on fait un saut à l'adolescence, même chose. À l'adolescence, qu'est-ce qui t'intéressait le plus? Qu'est-ce que tu pouvais faire pendant des heures? De quoi pouvais-tu parler pendant des heures? Quels étaient tes personnages préférés? Quel film préféré? Quel livre préféré? Qui étaient les personnages qui faisaient vibrer? Pourquoi? Tout le temps, évidemment, se demander pourquoi. Et après ça, à l'âge adulte, voir si t'es loin ou t'es proche de ça. Donc, c'est vraiment... tu sais, parce que à l'enfance, on sait que c'est vraiment à la naissance et pendant les premières années de vie qu'on est le plus près de notre essence, qu'on est le plus près de notre être authentique, qu'on est la plus vraie, la version la plus vraie et authentique et entière de qui on est. Et avec le temps, évidemment, la vie fait son œuvre. Et puis c'est normal, mais on devient avec le temps la version psychologique de qui on était à l'enfance. Donc, quand on cherche justement la posture d'expansion et tout ça, on essaie de retourner vraiment à l'enfance, retrouver ces qualités qu'on avait. Quand je cherche la mission avec mes clientes, on retourne beaucoup dans l'enfance. Qu'est-ce qui
provoquait de la passion. Tu sais, parce que la passion, tu sais, il y a des clientes qui arrivent et qui me disent « Je comprends pas, mes amis, ou j'ai l'impression que mes amis ont trouvé leur passion, puis moi, j'ai pas trouvé ma passion. » La passion, c'est pas une chose. La passion, c'est un sentiment, c'est un ressenti. On ressent de la passion, puis on peut ressentir de la passion pour plusieurs choses, pas simplement pour une chose. Mais donc, ce qu'on recherche, c'est le sentiment de passion. Qu'est-ce qui suscite chez toi un sentiment de passion? Puis tout ça, ça nous donne des indices sur l'être authentique. Puis, tu sais, en fait, la mission, c'est ça. C'est qui es-tu de façon authentique et quelle contribution tu vas avoir, vers quelle direction tu veux te diriger. C'est vraiment intéressant que tu disais justement que la société vient un peu nous former avec le temps. Parce que justement, quand je pense à quand j'étais jeune, qu'est-ce qui me passionnait? Moi aussi, j'ai commencé la musique très jeune. Je fais du piano quand j'avais 3 ans, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. Donc moi, j'étais vraiment vers les arts de la scène. Puis être sur une scène, être devant des gens, performer, faire de l'art, c'est ça qui m'allumait le plus. Là. Comme moi, quand tu me demandais qu'est-ce que je voulais être plus tard, c'était chanteuse. 100%. Je voulais avoir un band, je voulais chanter. Puis avec le temps, justement, j'ai vieilli. Puis ensuite, à un moment donné, monter sur scène, ça commençait à vraiment me stresser. Puis il y avait aussi la perception des autres, le jugement des gens. Si jamais tu manquais ton coup sur scène, c'est devant beaucoup de personnes. Et le choc était un petit peu plus présent. Donc, j'ai comme laissé ça de côté. Puis ensuite, au secondaire, naturellement, j'ai continué la musique, mais j'étais allée au secondaire privé, ce qui veut dire que la majorité des filles... Et j'étais dans une école secondaire privée de filles, en fait, là, c'est pour ça que je dis ça. Mais la plupart des parents avaient des travaux en col blanc, comme ingénieur, médecin, avocat. Puis là, dans ma tête, je me disais, mais tu sais, j'aimerais ça être avocate, ou admettons, j'aimerais ça aller en médecine, psychiatrie, tout ça, parce que moi aussi, le cerveau m'a toujours intéressée. Puis ensuite, en faisant les tests aussi psychométriques, je pense que subconsciemment, je les influençais, parce que ça me donnait avocat, médecin, mais avec le recul, je suis comme... I don't really think that was for me. Je pense pas que c'était vraiment pour moi. Mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment influencée à aller vers ce domaine-là, donc le droit à la médecine. Et arrivant au cégep, je me suis inscrite en sciences nat. Puis j'avais beaucoup d'amis aussi qui voulaient faire médecine. Donc naturellement, j'étais comme, OK, on va faire ça ensemble. 2 semaines après sciences nat, j'ai lâché ça. J'ai découvert à quel point c'était pas pour moi. Je détestais les cours. C'est même ma prof de biologie qui m'a demandé, en fait, pourquoi est-ce que t'es pas en administration? Parce que t'as l'air de vraiment plus triper sur les sciences humaines, tout ce qui est le monde des affaires, l'humain, l'entrepreneuriat. Et j'ai dit, j'aimais vraiment pas les cours d'histoire à l'époque. Et j'ai dit, justement, il y a 4 cours d'histoire. Donc, je préférais faire mes cours de sciences puis au moins m'ouvrir toutes les portes, comme on dit à tout le monde, que d'aller en sciences humaines. Puis là, il y a juste un cours d'histoire, hein, tu sais. Comme t'as le premier, puis ensuite, c'est fini. Donc, c'est elle qui était comme... Qu'est-ce que tu fais en sciences nat si t'aimes pas ça, tu sais? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai changé vers, justement, sciences humaines administration. Ensuite, j'étais allée au HEC. Puis vraiment, HEC, c'était tellement le meilleur choix pour moi. Là. J'ai tripé sur mon époque universitaire. Mais ce que tu disais aussi par rapport aux passions, moi, j'ai des amis aussi qui ont su déjà très jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Puis sont encore dans leur lignée. Ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire, sont très heureuses là-dedans. Mais moi, j'ai toujours été celle qui savait pas trop quoi faire parce que justement, j'ai 1001 choix que je pourrais faire et qui m'intéressaient. Mais je devais me concentrer sur une seule discipline. Puis en même temps, le monde des affaires, ça m'a permis de... Peu importe l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, il va avoir des affaires. Donc, je sais que je pouvais toucher justement à différents sujets. Puis, après ça, justement, avec le podcast que j'ai commencé, c'est là en tant que tel que je peux dire que j'ai un passion project et que je sais que sur le long terme, je veux continuer que ça fonctionne. Puis ça, en tant que tel, je veux dire comme oui, je suis jeune, je sais, j'ai 24 ans, mais avoir cette chance-là, puis avoir ce projet-là, puis m'intéresser à des choses comme je le fais en ce moment, je me sens tellement chanceuse d'avoir découvert ma voie parce qu'ensuite, au final, des fois, j'ai des discussions avec des amis qui sont dans leur travail qu'ils voulaient faire depuis longtemps, mais ils sont comme, je sais pas c'est quoi une passion. Je sais pas qui je suis à part mon emploi. C'est ça. Donc... là, tu donnes vraiment l'exemple de quelqu'un qui a pris des décisions par rapport à la voie de l'extérieur, ce qui est quand même assez normal quand t'es plus jeune, mais moi, ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, je suis tellement contente d'avoir trouvé ma voie. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que je voulais, c'est être chanteuse. Tu vois? C'est Donc, ça. moi, ce que je vois là dans ce que tu fais en ce moment, c'est que tu utilises ta voix et puis tu te mets en scène quand même. Tu te mets en scène. Sur les réseaux sociaux, ce qui est moins direct qu'une scène en tant que telle, mais c'est vrai que c'est l'équivalent. C'est ça. Mais tu sais, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui a fait
un moment donné où tu aurais voulu continuer sur la scène, mais qu'il y a des freins qui se sont présentés et qui ont fait que tu as bifurqué. Mais c'est correct de bifurquer. Je pense que ce qui est important, c'est toujours de faire régulièrement des resets et juste se dire, OK, est-ce que... Tu sais, de ne pas peser sur le bouton automatique, là, puis juste de partir sa journée. Il y a tellement de gens qui font ça, là, toute leur vie, c'est-à-dire, ils se lèvent le matin, pèsent sur le bouton automatique, font whatever, là, et puis ils se couchent le soir, puis ils recommencent le lendemain, puis après ils se demandent, peux-tu bien me dire pourquoi je me retrouve tout le temps dans la même situation, tout le temps dans les mêmes patterns? Est-ce que tu fais quelque chose de différent, tu sais, que hier? Non. Voilà pourquoi. C'est ça. Mais c'est très correct de se promener. Tu sais, la vie, elle est longue. Moi, je dis souvent, moi, je me suis réinventée à plusieurs reprises, puis je dis souvent à mes filles, je sais pas encore ce que je vais faire quand je vais être grande. Ça, c'est bon. Parce que je suis certaine qu'il y en a un autre chapitre. Je suis certaine que, tu sais, je veux dire, j'adore ce que je fais à la folie, mais je suis complètement ouverte. Puis c'est cette posture, tu sais, quand on parlait tantôt de la posture mentale, c'est vraiment d'être ouverte. Tu sais, on regarde la vie comme ça, à travers des longues vues, puis on pense que la réalité, pour nous, c'est ça, ce qu'on voit. Mais si j'enlève ça, bien, il y a tout ça, là. C'était là, c'est juste que je ne le voyais pas. Donc, moi, je suis très consciente de ça, que je vois, pour moi, en ce moment, une certaine réalité, même si, tu sais, je travaille dans ce domaine-là, puis je suis tout le temps en train de m'éduquer par rapport à la capacité de notre cerveau de prendre de l'expansion, mais je suis quand même consciente qu'il y a plein de choses pour moi que je vois pas. Puis je suis tout le temps, j'essaie consciemment, je demande consciemment de me permettre de voir ce que je vois pas. Toutes les opportunités que je vois pas. J'ai une routine matinale, j'allais dire évidemment. J'ai une routine matinale, mais où consciemment, je fais des exercices pour ouvrir, pour m'ouvrir, ouvrir mon cœur, ouvrir mon corps aux opportunités. Donc... c'est vraiment intéressant parce que justement, tu me demandais où est venu pas mon faux pas, là, mais le frein, en fait, qui a été développé quand j'étais jeune. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on développe ces freins-là dans la vie? Parce que la vie serait tellement le fun si on pouvait juste aller vers nos passions, que comme, oui, fine, quelque chose fonctionne pas, puis ensuite on continue à essayer. Mais pourquoi est-ce qu'on développe justement ces pensées limitantes dans la vie? Tu sais, les pensées limitantes, le mot le dit, ça nous limite, ça nous ralentit, ça nous empêche d'être la pleine expression de qui on est. Les pensées limitantes, c'est des pensées qui viennent, qui nous sont transférées, qui nous sont transmises quand on est jeune. À l'enfance, la plupart du temps, puis la majorité des pensées limitantes viennent de l'enfance. En fait, c'est que c'est comme si on comprend, enfant, que certaines de nos facettes, des facettes de notre personnalité, si on veut être aimé, si on veut être accepté, si on veut faire partie de, appartenir à, et donc quand on est enfant, c'est être aimé par nos parents, faire partie de notre famille, être aimé par nos frères et sœurs, nos professeurs et tout ça. Donc, si on veut faire partie et être aimé, on a compris par le feedback qu'on a reçu des gens qui étaient très précieux pour nous dans notre vie quand on était petit, qu'il y avait certaines facettes de notre personnalité qui n'étaient pas aimables ou pas agréables ou pas... t'es mieux de cacher ces facettes-là de toi, OK? T'as compris que si tu cachais certaines facettes de toi, maman, papa allait t'aimer plus, t'apprécier plus. T'as compris ça par la réaction de tes parents quand on est petit, le feedback qu'on reçoit. Je donne souvent l'exemple d'un enfant qui parle fort, qui a une voix qui porte et qui parle fort et qui se fait dire tout le temps... Tone it down. Petit,
ce que tu comprends, c'est que si je parle fort, maman m'aime moins. Bon, puis je dis ça, c'est aucune mauvaise volonté de la part de la mère. Elle a son bagage. Et puis, elle, ça l'énerve, quelqu'un qui parle fort, pour toutes sortes de raisons. Mais cet enfant-là aurait grandi dans une autre famille, disons, artistique de chanteurs, puis eux auraient vu quel talent, c'est un talent inné, et auraient inscrit l'enfant au cours de chant, à la chorale, à tout ça, à des cours de théâtre et tout. Et cet enfant, avec la même personnalité, aurait développé certaines facettes de sa personnalité, puis l'autre, lui, le même enfant dans un autre environnement a compris que c'est très agressant, c'est pas... parle moins fort, ça dérange, prend moins de place. Donc, ce qui est super important de comprendre par rapport à la raison pour laquelle tu me disais, parce que juste pour répondre à la question, tu me disais pourquoi c'est si difficile de s'en défaire, c'est que on traîne ces pensées-là jusqu'à l'âge adulte, puis ces pensées qui sont limitantes sont liées à un instinct à la limite de survie, de sécurité. Mais on s'en rend pas compte. Fait que si on s'en rend pas compte, on va se rendre à notre cercueil avec ces pensées limitantes-là. Mais si on s'arrête, parce que ce qui est très important de comprendre, c'est que ces pensées-là, ces feedbacks-là que tu as reçus sur les facettes, certaines facettes de ta personnalité, sont fausses. Ces feedbacks-là sont faux. C'est pas vrai. L'exemple que je viens de te donner de l'enfant, le même enfant, on va valider sa voix qu'il porte et l'autre, on va écraser, on va étouffer sa voix qu'il porte. Donc, c'est basé sur le feedback de quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, a son propre bagage, avec ses propres shadows, son propre shadow. Donc, c'est faux. Donc, c'est ça. On appelle ça le shadow là, dans le jargon. C'est qu'il y a plein de facettes de notre personnalité on comprend que je suis mieux de cacher ces facettes-là. Si je veux être aimée, acceptée, ne pas trop déranger, faire partie de cette gang-là ou avoir ces amis-là, ou ça, je suis mieux de cacher ça. Donc, je mets ça dans mon shadow. Puis, ce qui se passe, c'est qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie tout au long de sa vie à cacher certaines facettes de sa vie. Mais dans le travail que je fais avec mes clientes, ce qui est super intéressant, c'est de réaliser que ce qu'on a dans le shadow, c'est quand on ressent là, une espèce de conflit intérieur où on est dans une vie qui, selon, disons, le regard des autres, est une vie tout à fait correcte, mais qu'à l'intérieur, on sent qu'on désire autre chose, on désire autrement, on veut plus, pas dans le sens de mieux, mais autre chose. On réalise que c'est les facettes qu'on a cachées, qu'on a besoin de se réapproprier pour le prochain chapitre qu'on a envie de développer. C'est ça qui crie à l'intérieur. C'est la petite soi qui dit « Hey, c'est assez, là, fais-moi de la place. Là. Je parle fort, j'aime ça, j'ai envie de parler fort, j'ai envie de chanter, j'ai envie de m'exprimer. Fait que là, fais-moi de l'air, fais-moi de la place. » C'est ça le conflit intérieur qui se passe. Puis en démarche de coaching, on se rend compte souvent justement que c'est ces facettes-là qu'on s'est fait dire. On était parfait. À la naissance, on est parfait. Quand on est petit, on est parfait comme on est. On a tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin pour être cette pleine version de qui on est. Malheureusement, mais en même temps, c'est normal, on vit dans une société, on est petit, donc on reçoit comme une éponge les feedbacks des gens autour qui, eux, ont leur propre vécu, qui, eux, ont leur propre opinion sur quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui prend de la place, quelqu'un qui... Et donc, on associe, OK, ça, c'est pas positif. C'est mieux si je cache cette facette de moi. Puis comment est-ce qu'en tant que tel, on peut passer par-dessus ces croyances limitantes? Parce que j'imagine que c'est ça le but au final, de comme s'en débarrasser puis de devenir cette version de nous-mêmes qui est pleinement exprimée. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Bien, c'est... Tu sais, les pensées limitantes, en gros, c'est l'histoire que tu racontes à propos de toi depuis toujours, OK? Moi, j'appelle ça... Tu sais, souvent, je rencontre quelqu'un comme ça, vraiment spontanément. C'est quoi ta big story, toi? Tu sais, parce qu'on a tous une histoire qu'on raconte.
Puis quand mes clientes arrivent à la rencontre exploratoire, la première fois qu'on se parle, puis que je demande qu'est-ce qui t'amène, elles vont me raconter cette histoire-là. Mm-hmm. Cette histoire-là qu'elles se racontent à propos d'elles-mêmes depuis toujours. Et donc, l'idée, c'est de se raconter une nouvelle histoire. C'est comme ça qu'on va réussir à avancer malgré... je donne tout le temps l'exemple d'un champ de blé. Faut que tu utilises ton cerveau pour t'aider à changer ton histoire. Puis on sait maintenant que, avant, on pensait que notre cerveau était plastique et se développait jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis qu'après ça, t'es foutu, t'es prise avec le cerveau que t'as. Mm-hmm. Maintenant, on sait que le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Et tu prends un enfant qui est dans un environnement toxique, tu le mets dans un environnement aimant, bienveillant, tout seul, son cerveau, avec le temps, l'enfant va comprendre que pas toutes les familles sont toxiques. Mm-hmm. Ça va se faire tout seul, c'est pas consciemment. Alors qu'on sait qu'à l'âge adulte, on peut continuer à développer son cerveau. On le sait maintenant qu'on peut continuer à développer son cerveau jusqu'à 75-80 ans, sans problème. Mais il y a une condition, il faut le faire de façon consciente. Il faut consciemment se dire, OK, je te vois venir, là, la petite voix qui va me dire, t'es pas capable, c'est pas possible pour toi, c'est pas pour toi, etc. Mais je prends la décision je reprends le leadership sur mes pensées, puis je choisis d'avancer quand même. Donc, c'est souvent de faire la paix avec cette petite voix qui nous limite, de faire la paix avec elle, puis de se dire, malgré le fait que j'ai envie de rester dans ma zone de confort, malgré que je ressens très fort la peur de m'en aller vers quelque chose d'inconnu, je vais avancer quand même parce que je sais que si je refais les mêmes choses de la même façon, je vais me retrouver avec le même résultat. Je donne toujours l'exemple du champ de blé, qui je trouve que c'est un exemple extraordinaire, mais c'est l'exemple d'un champ de blé où il y a un chemin qui est super bien tracé, tout déblayé avec des pierres plates au sol, puis c'est vraiment facile. Puis ce chemin-là se rend au village A, disons. Donc, depuis toujours, tu te présentes devant ce champ de blé et tu prends ce chemin-là et tu te rends au village A. Tu y penses même pas. Tu arrives devant le champ, tout ça, c'est tout beau, tout tracé, tu vas, tu arrives au village A. Mais un jour, tu ne veux plus aller au village A parce que tu sais que quand tu arrives au village A, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et puis que ça t'aide pas, ça te nuit, tu ne veux plus de ça dans ta vie. Tu veux maintenant aller au village B. Mm-hmm. Mais pour aller au village B, il faut prendre un autre chemin dans le champ de blé. Mais c'est épeurant au début parce qu'il n'y en a pas de chemin. Mm-hmm. Donc, c'est tout, tu sais pas ce qui t'attend. Au début, les premières fois où tu vas prendre le nouveau chemin, tu vas t'égratigner, tu vas t'érafler, tu vas peut-être tomber, tu vas peut-être rencontrer à un moment donné, tu savais pas, mais il y a un ruisseau, il faut que tu sautes ou que tu installes une planche pour pouvoir passer. Peut-être que tu savais pas, mais un peu plus loin, il y a une famille de renards. Puis, en tout cas, tu sais, je dis n'importe quoi, mais tout ça pour dire que tu connais pas ce qu'il y a sur ce chemin-là. La première fois que tu vas passer sur ce chemin-là, ça va être hyper épeurant. Mais la deuxième fois, ça va être un peu moins épeurant. La troisième fois, ça va être un peu moins épeurant. Puis plus ça... Mais chaque fois que tu vas arriver, tu vas avoir envie de prendre l'autre chemin. Ouais. Ton cerveau va te dire, va-t'en là. Tu sais, c'est la partie la plus ancienne de notre cerveau, c'est ça son travail. De nous garder en sécurité, de nous garder dans le confort. Puis elle fait très bien son travail. Ouais. Cette partie-là n'a pas changé depuis l'homme des cavernes. On est toujours la même façon de réagir à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est pas inconnu. Donc, ton cerveau va d'emblée te dire, OK, va-t'en là, c'est bien plus facile, tu vas arriver au village A, puis tu géreras la situation après. Mais non, je ne veux plus gérer cette situation-là, je veux m'en aller au village B. Donc, plus ça va aller, plus ça va devenir facile de passer par le nouveau chemin. Et plus ça va aller, plus c'est ce chemin-là qui va devenir tout encombré, puis qui va disparaître avec le temps. Puis c'est celui-là, le nouveau,
qui va être de plus en plus dégagé, qui va être de plus en plus... Tu vas avoir eu le temps de placer des pierres, tu vas savoir exactement quel petit détour prendre pour pas déranger la famille de renards, puis tu vas savoir, tu as déjà installé ta planche pour traverser le ruisseau, puis tout va bien, puis tu sais exactement maintenant que c'est safe, c'est sécuritaire pour toi de prendre le deuxième chemin. C'est comme ça qu'on change, qu'on apporte des changements dans sa vie. Mais il n'y en a pas d'autre façon. C'est vraiment consciemment de se dire, OK, je sais que je vais avoir envie de retourner dans mes patterns, dans mes habitudes, mais je ne veux plus aller là parce que ça me rend malheureuse, parce que je veux créer une autre réalité pour moi-même, je veux créer une nouvelle vie pour moi-même. Alors, je vais prendre le nouveau chemin. Même si, au début, c'est difficile, mais consciemment, je vais prendre cette décision-là. C'est une décision. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, je veux dire, je pense que la plupart des gens ne veulent pas changer justement parce qu'on a peur de l'inconnu. Puis chaque fois qu'on va aller vers une nouvelle vie, on sait pas ce qui nous attend. Même si on sait qu'on la veut, c'est qu'il faut aussi que tu payes le prix d'aller vers l'inconnu et de faire des choses qui vont te faire peur pour y arriver. Puis je trouve que ça mène vraiment bien aussi vers l'autre sujet duquel je voulais qu'on parle aujourd'hui, qui est la manifestation. Oui! Ça, on en parle beaucoup sur TikTok, les réseaux sociaux, tout le monde, c'est le plus gros truc, la manifestation. Puis, comment est-ce que ça fonctionne concrètement, la manifestation? Parce qu'il y a des gens qui disent « It's woo-woo, witchy stuff, ça fonctionne pas réellement. » Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la manifestation, c'est vraiment, en ce moment, c'est galvaudé au maximum. Mais les neuroscientifiques, la science, je veux dire, la manifestation, c'est rendre réel ce qu'on visualise, ce qu'on imagine pour soi. C'est tout simple que ça. Donc, si on prend cette définition-là, rendre réel ce qu'on visualise pour soi, ce qu'on imagine pour soi. Donc, on revient à ce qu'on disait au début. Si ce que tu imagines pour toi puis tu visualises pour toi, c'est négatif, tu vas manifester ça. Si ce que tu visualises, c'est quelque chose de nouveau, c'est la direction, c'est clair, c'est une direction claire, tu vas manifester ça. Manifester, ça veut dire rendre réel. Comment on rend réel? D'abord, direction claire. Pas de direction. C'est pas où tu t'en vas. Parce qu'on manifeste, manifester, moi j'utilise, c'est créer, c'est construire, c'est bâtir. Manifester, c'est ça, OK? C'est d'autres mots pour dire la même chose. Autrement dit, on manifeste tous. La vie que tu as en ce moment, c'est toi qui l'as manifesté. Il n'y a personne qui a fait « boum ». OK? Tu l'as manifesté. Ouais. Moi, j'ai manifesté la mienne. OK? Sauf que souvent, c'est qu'on manifeste, mais on sait pas, on n'a pas pris la décision de manifester quoi. Ouais. C'est-à-dire, qu'on fait pilote automatique, comme je disais tout à l'heure, puis on continue de manifester, de créer, de construire ce qu'on construit depuis des années. Quand on décide qu'on veut manifester autre chose, autrement dit, on veut créer autre chose, une vie différente, une carrière différente, il faut commencer à... premièrement, il faut décider. Il faut le décider. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux? Donc, retour à la mission, retour à la direction. Donc, direction claire. Ensuite de ça, c'est travailler sur la visualisation, parce que, comme on disait tout à l'heure, on sait que, puis la science démontre évidemment que ton cerveau croit l'histoire que tu lui racontes. Donc, si tu lui racontes, tu visualises avec toutes sortes, on peut faire toutes sortes d'exercices pour visualiser. Mais donc, si tu racontes à ton cerveau, tu lui racontes l'histoire que tu t'en vas là et que tu veux créer ça et que tu veux accomplir ça et que tu veux, c'est cette vie-là à laquelle tu aspires et cette contribution que tu veux avoir dans le monde. Si ton message est clair, que tu visualises, ensuite de ça, donc pour moi, c'est vraiment direction, visualisation, concentration. OK? Concentration dans le sens où on peut utiliser toutes sortes de techniques, action board, des exercices d'écriture, mais vraiment rester concentré, focus sur la direction qu'on veut prendre. Okay. Ensuite de ça, c'est action. Il n'y a pas de manifestation sans action.
Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas de la magie. La manifestation, ce n'est pas « je veux manifester ça, j'y pense fort, 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 puis ça va arriver Ouais. » Non. Ça n'arrive pas. Il y a des hasards, là, parfois, dans la vie, bien sûr, mais non, en général, la manifestation, c'est je sais, je décide, je veux quelque chose, je visualise, je me concentre, je garde mon focus, mon attention, je mets mon énergie sur ce qui va m'aider à rester bien focus, bien concentré sur là où je veux m'en aller. Je pose des gestes, une action à la fois, à tous les jours, une action en direction dans la direction que je veux prendre, puis finalement, la constance. Ouais. Répéter, 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 répéter. Une action de plus, une action de plus, un pas de plus, un pas de plus. Tu peux pas faire autrement que de manifester. Ouais. Donc, techniquement, tout le monde manifeste. Oui. Peu importe si c'est positif ou négatif. Exactement. OK. On manifeste la vie qu'on a. Il n'y a personne qui l'invente pour toi, il n'y a personne qui la crée pour toi. Donc, tu la manifestes. Ouais. Mais parfois, si tu ne te poses pas de questions, puis Ouais, c'est ça. tu n'as pas de direction claire, ben, tu vas manifester N'importe quoi. N'importe quoi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. C'est tout simplement ça, la manifestation. Ce qui est vraiment faux, c'est que c'est de la magie. Ouais. Ce n'est pas de la magie. C'est vraiment d'utiliser ton cerveau de la meilleure façon possible, de mettre ton cerveau de ton côté. Ouais. Ton cerveau, tes pensées, tes actions, ta concentration, ton énergie, dans une direction bien précise. Donc, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance, ça demande de la concentration, ça demande de la discipline. Il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout ce mot-là, discipline, mais moi, j'adore ce mot-là. Je viens du sport, c'est sûr que... Mais pas de discipline, pas de... Tu sais, il faut pratiquer, hein, on devient meilleur quand on pratique, quel que soit n'importe quoi. Parce que, tu sais, c'est comme de penser qu'on peut créer quelque chose de nouveau, comme ça, sans travailler, sans faire le travail. C'est vraiment do the work. Faut faire le travail. Ouais. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Tu peux pas devenir un joueur de tennis la première fois que tu vas prendre une raquette. Ce serait complètement fou, hein, de penser... Voyons, c'est complètement imbécile de penser qu'on peut jouer du Chopin la première fois qu'on s'assoit au piano. Ouais. Faut pratiquer, 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 pratiquer. C'est la même chose avec la création de sa propre vie. On est les créateurs, les créatrices de notre réalité, de notre vie. C'est ça la manifestation. Puis, je vois beaucoup de gens aussi sur les réseaux sociaux dire qu'admettons, ils essaient de faire de la manifestation, mais ça fonctionne pas. Ça fait longtemps qu'ils essayent, pratiquent, ils font les actions, mais ça arrive pas. Comment est-ce qu'on peut... est-ce que ça veut dire que c'est pas pour nous ce qu'on manifeste? Ou est-ce que ça veut juste dire qu'on doit persévérer et continuer et que ça va venir à un moment donné? OK, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement. C'est que si tu... en fait, parce que j'allais dire, si tu essaies de manifester quelque chose qui vient de l'ego, donc qui n'est pas aligné avec ton être authentique, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le manifester. Tu peux le manifester, mais est-ce que ça va te rendre heureux ou heureuse? Peut-être pas. Les chances sont que non, si c'est pas aligné avec ton être authentique. Donc, les gens qui disent « j'y arrive pas », je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, quelles actions ils ont posées, parce que si tu suis cette méthode, c'est-à-dire direction claire, concentration, visualisation, action, constance, tu peux pas faire autrement que d'atteindre ton objectif. Ouais. Donc, est-ce que ce que tu atteins, ça va te rendre heureux? Parce que, tu sais, justement, tu sais, quand on parlait de mes clientes qui arrivent à un moment donné puis qui disent « je comprends pas », elles ont justement tout manifesté ça, là. Tu sais, la super job, la maison, le chalet, là, tout ça, toute cette vie-là. Toute la vie, ouais. Mais elles se sentent vides à l'intérieur, ça répond pas, ou en tout cas, ça ne les comble plus. Donc, ça a été manifesté quand même. Mais c'était manifesté pour toutes sortes de raisons jusqu'à ce moment-là, mais là, ça fonctionne plus. Donc, c'est le temps de
De dire, OK, à partir de maintenant, quelle décision je veux prendre? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux manifester à partir de maintenant? Puis admettons, c'est ça, parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Donc moi, admettons, des fois, je veux manifester quelque chose, mais ça se passe pas assez rapidement. Donc là, je commence à perdre espoir. Quel truc est-ce que tu donnerais aux gens qui sont dans cette même situation pour persévérer et continuer, mettons? Garder la motivation, là, pour garder la motivation, il faut se donner des objectifs. Mais si on met notre attention sur le podium et la médaille d'or dans le cou, si c'est ça l'objectif, il y a des grosses chances que tu te décourages en chemin. Parce que c'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop. Tu vas te décourager en chemin. Donc, c'est la meilleure façon, c'est de se donner des petits objectifs puis d'avoir des petites victoires, OK? Donc, puis en faisant ça, tu travailles tu développes ton muscle, justement, de confiance dans tes capacités de créer puis d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Un petit objectif à la fois, une petite action à la fois. Okay. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Puis la deuxième chose qui est vraiment primordiale et incontournable, c'est vraiment de trouver le plaisir d'être sur ton chemin. Le plaisir, le bonheur et le bien-être est sur le chemin. C'est pas la destination. Parce que ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on met toute notre attention sur la destination. Mais la destination, à partir du moment où tu es sur ton chemin, elle change la plupart du temps. C'est plus du tout ça que tu voulais. Tu veux plus ça parce que finalement, il est arrivé telle opportunité, il s'est présenté telle possibilité, tu as rencontré cette personne-là t'a invité. Tu n'aurais jamais imaginé même aller dans cette direction-là. Donc, à partir du moment où on est sur son chemin, le truc, c'est de trouver le plaisir et la fierté d'être sur son chemin, d'être dans le ring, tu sais, de se dire, en tout cas, moi, je suis en action vers ce que je désire. Puis je suis fière de ça. Puis il y a un sens dans ça. Hein? C'est important de trouver le sens. C'est un bon point. Je vais appliquer ça la prochaine fois que je suis impatiente pour avoir une manifestation parce que naturellement, je fais tous les trucs que tu as déjà dit, surtout pour le podcast, mais souvent la persévérance, la discipline, des fois, je suis comme « Ah, pourquoi c'est pas encore arrivé? » Mais je sais que ça va arriver un jour, c'est juste que je suis impatiente. Ouais, mais c'est certain. Ouais. On croise les doigts. Ça va arriver, on sait juste pas quand. Mais comme dernière question que je pose à toutes mes invités, qui sont un peu moins en rapport avec le coaching, la manifestation et les croyances limitantes, c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? C'est le privilège d'être maman. C'est vraiment le grand privilège d'être maman. C'est vraiment... ça, c'est définitivement quelque chose qui donne un événement dans la vie qui donne un sens. Puis c'est vraiment intéressant parce que souvent, quand je travaille avec mes clientes puis que je leur demande, y a-tu un moment dans ta vie où tu t'es senti on purpose, là, que tu as vraiment senti que tu avais un sens, le sens de ta vie était clair. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi, tu te couches le soir, tu sais ce que tu as fait, tu es content, c'est une bonne fatigue, tu es contente de la journée que tu as eue, puis tu as hâte de te relever le lendemain pour aller... C'est quand on vit une vie alignée avec qui on est, c'est comme ça qu'on se sent. On se lève le matin, on est excité, on se couche, on est fatigué, mais c'est une belle fatigue, puis on a juste hâte à se relever le matin pour retourner contribuer, puis retourner faire ce qu'on aime faire, ce qui nous passionne. Donc, souvent, quand elles se sentent... Elles ont perdu le contact avec qui elles sont, avec leur intuition, avec ce qui procure de la passion. Elles ont l'impression qu'elles sont même pas capables de vraiment être passionnées par rapport à quelque chose ou de choisir quelque chose. Ou je leur demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que le sens de ta vie était clair, que tu savais exactement pourquoi tu te levais le matin, tu savais exactement pourquoi tu te couchais le soir pour pouvoir te relever en forme et tout ça, ou tu te posais pas de questions, tu te sentais en confiance dans les décisions que tu prenais, puis très, très, très souvent, ça prend quelques minutes, quelques secondes, puis elles me répondent, quand je suis devenue maman. Tu sais, il y a comme quelque chose de vraiment instinctif, complètement aligné avec notre être authentique, évidemment,
Et donc là, à ce moment-là, on se pose plus de questions. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se lève. C'est clair. Il faut veiller à s'occuper, à prendre soin de cet enfant-là. Puis on se pose plus de questions. On est complètement habité par cette mission. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Ça a évidemment changé ma vie. Puis ça continue de guider toutes les décisions que je prends, les choix que je fais. Ouais. Donc, c'est vraiment le grand, grand, grand privilège d'être maman. Je comprends. Ben, je comprends pas parce que j'ai pas d'enfant naturellement, là. Mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui rallie les femmes aussi. Puis ça n'a même pas besoin d'être des enfants en tant que tel, mais juste avoir un projet qui est propre à soi, que tu mets au monde en tant que tel. Ouais, exactement. Que ce soit un être ou littéralement, comme le podcast, tu veux faire un livre, quoi que ce soit. Ça donne tellement un sens qui est fort parce que c'est propre à toi que je pense que c'est vraiment un bon point en tant que tel de dire que la force de donner la vie, peu importe c'est en quelle forme, ça rallie. Puis je suis certaine que t'es une super maman aussi, que tes enfants ont de la chance de t'avoir comme modèle parce que justement, t'as toute cette réflexion de c'est important de faire des erreurs, c'est correct, tu as tes croyances limitantes, mais ça veut pas dire que t'es pas capable de faire quoi que ce soit dans ta vie. Donc, écoute, je te remercie tellement, Martine, d'avoir partagé toutes tes connaissances aujourd'hui sur le podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup.